j'ai voulu interroger au plus près, dans leur corps, dans leur bouche, dans leur être, cet amour-là qui brûle et qui dévaste. Et c'est pour ça que le livre, il est surtout centré sur une décennie, 29-39, qui est leur rencontre, cette première nuit passée ensemble, où Diego va dire une chose fondamentale, je crois, en amour, c'est « Je te vois, Freda. Je te vois, Freda. » Est-ce que c'est pas ça qu'on demande en amour, que l'autre nous voit? Et c'est une histoire de regard, et c'est une histoire de comment on voit. Et c'est aussi, pour moi, des questionnements fondamentaux sur la littérature et l'écriture. Admettons qu'il se passe quelque chose là immédiatement dans la librairie, on est un certain nombre, on ne va pas voir la même chose. Et si après quelqu'un nous dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? Décrivez la scène », on ne va pas décrire la même chose. Et ça, c'est absolument fascinant. Et c'est, je pense, le fil rouge du littéraire, c'est comment on voit et comment on raconte. Et c'est aussi les couleurs. Les couleurs sont très importantes dans mon texte, parce qu'il s'agit de deux peintres, et parce que j'avais envie de rentrer dans la couleur. Et de même, nous ne voyons pas tous la couleur de la même manière. Les bleus, les verts, les rouges, les jaunes. Si je pouvais être dans chacun de vos regards, je verrais à quel point nous voyons les choses différemment. Et ça, c'était, voilà, mon énergie pour écrire ce texte. Cet amour fou, fusionnel, est évidemment dans le roman indissociable de la passion pour l'art et des ressorts de la création que vous mettez à nu. Diego Rivera est le peintre le plus célèbre du Mexique et on lui passe commande de fresques dans nombre de pays, notamment les États-Unis, et cela impacte leur existence, leur déplacement, leur vie. Parlez-nous s'il vous plaît de la carrière un petit peu de Diego. Ce qui est amusant, c'est que Diego, il est donc allé à Paris longtemps, au moment où le Mexique était encore sous le Porfiria, la dictature de Porfirio Diaz, avant la révolte civile, la révolution mexicaine. À ce moment-là, c'était un peintre, effectivement, crève la faim, je le disais tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui s'essayait à beaucoup de choses, touche à tout, très fort, talentueux, mais qui n'avait probablement pas trouvé sa signature d'artiste. Il est passé évidemment par le cubisme avec Picasso, avec Braque. Il a été longtemps un peintre de ce qu'on appelle de chevalet, à peindre sur des toiles, comme ce qu'on connaît généralement. Et en se cherchant à un moment donné, la conjonction de la révolte dans son pays, de ce qu'il avait emmagasiné en France, en Italie, il était allé voir tous les grands peintres italiens, il avait réfléchi, il s'était noyé dans toute cette matière, comme pour un moment donné accéder à une sorte de maturité de qui il était lui. Et là tout d'un coup, son pays est libéré de Porfirio Diaz, il arrive et la révolte mexicaine coulant dans son sang, puisqu'il se dit lui-même être un peintre communiste révolutionnaire. Lui, il n'est pas un peintre. Point, il est un peintre communiste révolutionnaire, c'est très important, et c'est là qu'il va trouver probablement à sa démesure le bon support. Et ça va être tout d'un coup ces fresques immenses. Il faut imaginer, si vous n'en avez jamais vu, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes au Mexique, ça vous tombe dessus, c'est littéralement gigantesque, ce sont des centaines de mètres carrés, parfois des milliers de mètres carrés de murs, avec des milliers de personnages, d'époques représentées, pêle-mêle, de saisons, de bâtiments. Alors il y a les travailleurs, alors il y a Zapata et Pancho Villa, alors il y a les capitalistes américains, et les femmes, et on ne sait même plus où donner de la tête tellement que ça fourmille. Et la technique de Rivera, il faut imaginer que peindre sur mur, sur fresque, on dit a fresco, ça vient de l'italien, c'est peindre dans le frais. Parce que, alors je ne m'y connais pas bien, mais j'ai compris 2-3 petites choses, on peint dans le plâtre frais, qui va sécher qui va mettre une dizaine d'heures pour sécher, et quand c'est sec, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas retoucher. Donc je pense aussi que Diego trouve à sa mesure un challenge, un défi, peindre vite, peindre contre la matière, parce qu'après sinon il faut casser, il faut refaire. Imaginez quand on a des centaines de mètres carrés, quand en plus il faut refaire, voilà, c'est un sacerdoce, on ne s'en sort pas. Mais je pense qu'il a trouvé l'endroit gigantesque, comme il est lui-même gigantesque, comme il aime tout, comme il mange tout, il a trouvé sa signature de peintre. Et effectivement, très vite, il va être
appelé par des grands commanditaires. Il va être invité par Rockefeller, par Ford. Il faut imaginer que Rockefeller, il veut peindre le hall d'un de ses bâtiments du Rockefeller Center, un des buildings du Rockefeller Center. Il pense à 3 peintres, Picasso, Matisse ou Diego Rivera. Donc il faut imaginer qu'à l'époque, il se dit, bon, il cherche à taper le plus haut possible, et c'est à ces 3-là auxquels il pense, et il va choisir Diego Rivera. Alors nous, on sait après que la fresque va être détruite, mais je ne révèle pas trop si vous ne connaissez pas l'histoire et que vous n'avez pas lu le livre. Il va y avoir un certain nombre de péripéties. Et ce qui est très amusant, moi je trouve ça délicieux, c'est que Diego, comme un enfant qui est investi vraiment dans le Parti communiste, il a fondé l'organe de presse lié au Parti communiste au Mexique, il assiste à toutes les réunions, il est très très investi, mais alors dès qu'il est invité par les plus grands capitalistes des États-Unis, il est joyeux comme un gosse. Et il adore mettre un smoking, et il adore aller dans le bal des vanités et être reçu aux plus belles tables américaines, et il ne boude pas sa joie et son plaisir. Ce qui pour moi est très intéressant, parce que ce que j'aime chez Diego et Frida, comme chez nous tous, c'est que rien n'est noir, et à quel point nous avons et des qualités et des défauts, et on sait qu'on aime quelqu'un infiniment quand on aime autant ses défauts que ses qualités, et que même si on est agacé par cette personne, on aime aussi être agacé par elle. Et donc oui, tous les deux, ils sont pas à une incohérence près, et que ça va un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que notre Frida, qui elle, ne rêvait rien tant que de voyager, quand elle était bloquée dans son lit, comme le Christ sur sa croix, qu'elle ne pouvait plus bouger, elle ne rêvait rien tant. Elle se disait, je prendrai des avions, et je prendrai des montgolfières, et j'irai en Égypte, en Chine. Elle a concrètement, et c'est pas le cas de tout le monde au début du XXe siècle, elle voyage. Elle va prendre des bateaux, elle va aller en France, j'en parle dans le livre, elle va aller aux États-Unis. Et notre Frida, quand elle voyage, alors que vraiment il y a des gens qui n'ont jamais bougé de là où ils étaient, les voyages est un luxe vraiment au début du XXe, mais dès qu'elle est loin du Mexique et de Coyoacán, c'est plus qu'un quartier, c'est presque un village dans les faubourgs de Mexico, elle dépérit. Elle s'y sent mal, elle s'y sent malheureuse, alors qu'elle n'a rêvé que de quitter Coyoacán, de vivre la grande vie. Mais tout d'un coup, sa vie c'est Diego, et qu'en fait elle veut pas tout ça. Et c'est très intéressant de la suivre dans ses voyages, la suivre dans toutes ses fêtes, dans toutes ses mondanité, avec son corps qui la lâche tout le temps. Il faut imaginer que de vivre avec un corps absolument blessé, c'est de vivre avec un véhicule qui ne nous tient plus. Le corps, c'est ce véhicule incroyable qui s'adapte normalement et qui nous permet d'aimer, de réfléchir, de vouloir faire des choses. Si tout ça ne tient plus, et je sais que j'avais été bouleversée par le livre de Lançon l'année dernière, Le Lambeau, parce qu'il parle de ce corps. Et je sais que ça faisait tellement d'écho avec Frida, et j'ai eu la chance, moi, de ne pas vivre ce type de démolition. Et donc d'imaginer notre Frida qui, par la force morale, mais aussi par la force des antidouleurs, et puis aussi par l'alcool, elle sera toujours la première à monter sur la table, à se mettre à chanter et à faire que chaque moment devienne une fiesta à la mexicaine. Et quand elle est avec Diego chez les grands capitalistes à bretelles et à cigares, on ne voit qu'elle. Elle est un tableau vivant. Alors, elle est Madame Rivera. Elle n'est que Frida Rivera. Elle n'est pas encore Frida Kahlo. Mais ce corps qui monte et qui emporte tout. J'avais envie de me glisser à l'intérieur de tout ça. Diego Rivera crée énormément, il aime être célébré, loué. Frida n'a pas ce même rapport à l'art. Sa création semble plus viscérale, comme en symbiose avec ses états d'âme, avec ses états d'amour. Sa création comme un miroir, un révélateur d'elle-même. André Breton, on va y revenir au sujet des surréalistes, disait d'ailleurs, l'art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une bombe. Expliquez-nous, s'il vous plaît, sa démarche créatrice. Précisément, ce que j'aime chez Frida, c'est que l'idée de démarche lui échappe. Elle se met littéralement à peindre parce qu'elle est bloquée. Alors, elle a toujours su tenir un crayon. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. Elle sait, petite fille, qu'elle arrive comme ça à croquer assez rapidement. Elle a ce don-là en elle. Mais Frida, quand elle est allée à la préparatoria, elle voulait être médecin. Elle voulait pas être peintre.
Elle était fascinée par ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe à l'intérieur. Elle aimait la biologie, elle aimait l'anatomie, elle a toujours aimé ça. Bon, l'accident coupe tout, elle arrête ses études, elle ne sera pas médecin. Et la peinture s'impose vraiment dans cette idée, et moi je l'ai rapproché de la nécessité d'écrire. C'est à un moment donné, c'est de ne pas dire « je décide de peindre, mais je peins ». Je décide pas d'écrire, j'écris. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que moi, parce que sinon on crie, parce que sinon on a mal, parce que sinon on ne peut pas dire tout ce qui chamboule. Et je connais bien maintenant sa peinture, tous ses tableaux, j'ai eu la chance d'en voir un certain nombre en vrai, et d'ailleurs on est frappé par leur taille. Quand on les a vus en photo, on ne se rend pas compte à quel point ce sont des tout petits formats. C'est vraiment une peintre miniaturiste. Et donc Frida, quand ça va trop fort, quand ça pulse trop fort, quand les trahisons sont trop grandes, quand aussi ça va bien mais pas tant que ça, tout d'un coup elle se jette sur ses pinceaux. Et il faut imaginer que Frida, parfois il peut se passer 6 mois sans qu'elle peigne. Parce qu'elle est trop occupée par son amour pour Diego, parce qu'elle est occupée par tous ces animaux. Elle a plein d'animaux, Frida, hein. Elle a des chiens, elle a des paons, elle a des singes, elle a une vraie ménagerie chez elle. Elle est occupée par ses poupées. Elle collectionne les poupées, Frida, comme des enfants. Elle leur parle, elle les lave, elle coud des vêtements, elle les habille. Elle en a une énorme collection et ça prend du temps d'en prendre soin. Elle a un rapport complètement fétichiste aux objets et un rapport fétichiste aux gens et à l'amitié. Frida, elle tombe en amitié tous les jours. Elle rencontre quelqu'un et tout d'un coup, elle a envie de le toucher. Elle a envie de dire « mais je t'aime déjà ». Et Frida, elle a cette sorte de vie excessive, surpleine. Et puis elle a aussi tous ces problèmes de corps qu'elle doit gérer. Et Frida, souvent elle peint quand ça va mal. Et souvent quand ça va mal avec Diego. Et on peut presque suivre les états d'âme, la carte du tendre interne de Frida en regardant ses tableaux. Et c'est vrai que je parle d'un certain nombre de tableaux dans le texte, en tout cas surtout ceux dans la période 29-39, et que surtout je ne voulais pas du tout, parce que je pense qu'elle aurait détesté ça, faire une analyse en disant ce symbole-là sur le tableau, ça veut dire ci ou ça. Il y a des gens qui le font, et ils le font très bien. Et c'est très éclairant, parce que je pense que, tout comme un livre, un tableau, quand il est terminé, il appartient aux autres. Un livre, il appartient au lecteur, il appartient potentiellement aux critiques, et que ce qui est formidable, c'est parfois des gens qui voient des choses dedans que l'auteur n'a pas mises, en tout cas consciemment, et ça c'est fabuleux, parce qu'un livre, c'est vivant, comme un tableau. Bon. Mais de fait, comme moi, j'accompagnais Frida dans son mouvement, je décris les tableaux, de l'intérieur de Frida, quand elle les peint. Et pour vous donner un exemple, une énième trahison de Diego, mais une des plus difficiles, Frida qui se peint très souvent avec ses tenues sublimes, les robes de Teruanas, de l'isthme de Tehuantepec, ses longs 8 piles brodés, ses fleurs dans les cheveux, ses tresses, ses rubans, qui se peint comme ça, comme une déesse. Et il y a des moments, tout d'un coup il y a un tableau auquel je pense, Frida, elle est dans un vieux costume d'homme, pas repassé, mal boutonné. Elle est assise comme un homme, les jambes écartées comme ça. Elle regarde. Elle est figée. Les cheveux sont coupés à la diable par des gros ciseaux qu'elle tient encore à la main. Et les cheveux sont tout autour par terre. Et on dirait presque qu'ils sont vivants, qu'ils sont échappés d'elle. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui a l'air d'être aussi triste que Frida sur ce tableau. Et si vous regardez beaucoup de ces tableaux, elle ne sourit jamais, Frida, sur ces tableaux. Comme vous le savez sans doute, elle se représente beaucoup elle-même. Parfois, elle a représenté d'autres personnes, mais elle se représente elle-même à l'infini, à l'infini. Elle ne sourit jamais, et parfois, il y a littéralement cloué sur ses joues des larmes qui semblent ne jamais pouvoir partir. Et Frida, c'est ça qu'elle exprimait. Mais moi, je pense que parfois, c'est pour dire à Diego, continue à me voir. Puisque tu m'as dit, je te vois, Frida, mais regarde. Et regarde comme j'ai mal. Et ce sont des cris. Et oui, il y a plein de symboles aussi, parce que parfois Frida, et alors c'est pour ça que notre ami André Breton va faire d'elle un symbole du surréalisme, parce qu'elle peint un très beau tableau que j'aime infiniment, qui s'appelle « Ce que l'eau m'a donné ». Et on voit juste, c'est incroyable, elle peint comme jamais une femme avant elle, ni un homme au début du XXe. Elle peint comme si on était dans sa baignoire. On voit le bout des jambes, comme vous savez, comme on est dans notre bain. Tout ce qu'on voit, ce sont nos jambes avec nos pieds sur la faïence. Elle peint ses pieds qui sont abîmés par l'accident, qui ont des cicatrices, mais avec les ongles peints dans un rouge très délicat. Il y a vraiment cette idée de, peu importe les cicatrices, je peins mes ongles de pied. Et dans l'eau naissent
une multitude de symboles, une femme en train de se faire étrangler, un volcan, un homme avec un masque préhispanique, des fleurs, une araignée. Alors Breton va en faire un symbole surréaliste, mais elle, je crois que ça la faisait rire, c'est comme nous sommes dans une rêverie, on est dans son bain, on est en train de songer, tout d'un coup 1000 images viennent, et ce sont nos images, c'est ce qui nous travaille, c'est comme quand on rêve en fait du réel, de tout ce qui nous a occupé la journée, de ce qui nous a posé problème, de ce qui bloque, de ce qui nous fait peur. Et elle disait, Frida, moi je peins la réalité, punto final. Et c'est pour ça qu'elle se moque beaucoup de Breton, parce qu'elle le trouve absolument prétentieux et insupportable, mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre grand format dont je parle, c'est un des rares grands formats d'un tableau de Frida, qui s'appelle Les deux Frida, Las dos Fridas. Il est très grand celui-là, et on voit deux Frida qui se tiennent par la main, l'une dans une robe de mariée européenne et l'autre dans un costume mexicain. Leurs cœurs sont littéralement arrachés de la poitrine et reliés l'une à l'autre. Moi, ce tableau, je l'ai vu en vrai, il est dans un des musées de Mexico. On est face à ça, on ne peut pas exprimer autrement l'idée de la solitude absolue, de qu'est-ce que c'est quand on tient soi-même sa propre main, qu'on ne peut peut-être plus parler, qu'est-ce que c'est les différentes Frida qui passent parce que le temps passe et on sait nous-mêmes, nous délaissons en permanence nos vies d'avant, les moments passés comme des fleurs qui partent à la dérive. C'est beau et c'est bouleversant. Et voilà, je pense que la peinture de Frida, c'est une manière de crier dans la nuit, et même si elle se représente toujours elle-même, quasiment toujours elle-même, elle représente vraiment toutes les femmes et je pense toute l'humanité. Et elle représente aussi ce corps féminin comme jamais avant, nu, en train d'accoucher, les jambes écartées, en train de faire une fausse couche, des corps de femmes poignardés par leurs amants, par jalousie. Et vraiment, c'est comme si elles se levaient, comme si elles manifestaient, cesser d'avoir peur de ce corps, cesser de lui vouloir du mal. Voilà ce que c'est aussi d'être une femme. Mais Frida ne se dit pas « je vais faire ça en peinture ». Tout d'un coup, elle le fait parce qu'elle a un trop-plein qui déborde. Elle ne peint pas pour être aimée, elle est transparente, c'est-à-dire qu'elle ouvre grand la fenêtre vers l'intérieur. Elle le dit aussi à un autre moment, quand elle est avec Lucienne, qui l'interroge « qui était sous ce drap ?» Je ne sais pas, Lucienne, quand je peins, je ne réfléchis pas, c'est peut-être ça ma peinture, accouchée de moi-même. Et elle avait ri de son bon mot. Elle rit de son bon mot parce que sur ce tableau, on voit une femme qui accouche, mais dont le visage est recouvert d'une couverture, donc on ne voit pas qui accouche. Et on voit qu'elle accouche d'un bébé à tête d'adulte, qui est probablement Frida elle-même, et ce bébé a l'air mort. Et cette chambre est totalement vide, c'est une chambre désespérée. Il y a juste au-dessus du lit un tableau d'une Vierge des douleurs. Et voilà, on ne peut être qu'écorché par cette peinture qui en même temps est brute de décoffrage, comme les ex-voto mexicains. Au Mexique, et j'adore cette coutume, les gens qui étaient fervents catholiques, avaient cette habitude de peindre sur des petits tableaux de métal pour rendre grâce aux saints qu'ils invoquaient, pour les aider dans les épreuves de la vie. Et pour remercier le saint parce que les choses s'étaient finalement bien passées, ou alors pour lui demander une grâce, les gens peignaient sur des tout petites plaques de fer, de manière très naïve, entre guillemets, très très simple. Mais les ex-voto sont magnifiques. Et il y en avait partout dans les églises. Frida collectionnait les ex-voto et elle peint un peu à la manière des ex-voto, faussement sans technique, sans effet, de manière vraiment brutale et directe. Mais de fait, personne ne peint comme elle et comme Frida. Et j'aime aussi beaucoup ça. Sur les ex-voto, souvent vous écrivez la grâce que vous demandez pour telle personne, parce qu'on a un souci, etc. Donc il y a souvent des lettres écrites, des phrases écrites. Et Frida reprend ça souvent dans ses tableaux. Et parfois, il y a l'espace pour écrire et elle ne peut même plus écrire. Comme sur ce tableau où elle peint une femme qui vient d'être poignardée d'une quarantaine de coups de couteau et elle laisse la place pour écrire. Et tout d'un coup, c'est comme si les mots manquaient. Peut-être la peinture, c'est aussi ça, c'est quand les mots manquent. Alors, comme en écho, d'ailleurs, Pierre Berest, le roman, dans sa forme, sa structure, rythmée par le choix des couleurs de Frida,
épouse les fluctuations, les pulsations de son âme, de ses élans, de ses souffrances. Là aussi, là, il y a fusion de l'auteur et de son sujet, non? Toute la carte des couleurs. Oui. Oui, disons que j'ai eu envie de... Jusqu'au titre. Jusqu'au titre. J'ai eu envie de composer ce livre, cette histoire d'amour fou, comme un triptyque d'une certaine manière, ce qui est un terme de peinture. Hein. La composition aussi, c'est un terme qu'on retrouve et dans les romans et dans la peinture, il y a beaucoup de passerelles. Et un triptyque autour des 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune. Pourquoi? Parce que quand on mélange ces 3 couleurs, on fait naître toutes les couleurs du monde. Tout comme on a à notre disposition les lettres de l'alphabet et on peut tout faire naître. Et il y a un moment dans le journal de Frida Kahlo. Alors, le journal de Frida Kahlo, pour vous donner juste une toute petite situation, elle l'écrit dans les années 40, à un moment donné où elle va vers la fin de sa vie. Elle meurt jeune, Frida. Et il faut imaginer que les 15 dernières années de sa vie, elle passe son temps dans les hôpitaux. Elle est broyée, ça va de plus en plus mal. Elle va être amputée des orteils, puis amputée d'une jambe. Et elle va mourir prématurément. Moi, mon roman se situe la décennie avant. Et c'était presque trop dur pour moi de parler de cette période-là. Je n'en avais pas envie. Mais son journal, et donc je fais une ellipse jusqu'à la fin de sa vie. Je l'accompagne évidemment jusqu'à la fin. Dans son journal intime, elle l'écrit dans ces périodes-là. Il faut imaginer que du coup, le journal il est assez incohérent. Il part dans tous les sens. Parce que Frida, parfois, elle n'était pas complètement là. Il y avait les antidouleurs, il y avait les stupéfiants pour l'aider à tenir. Et donc c'est un journal intime qui est beau et qui est extrêmement touchant parce qu'on sent à quel point c'est difficile. Et elle parle beaucoup de Diego dans ce journal. Ce que vous lisiez tout à l'heure vient du journal. Elle dessine aussi partout. Et aujourd'hui, on peut trouver ce journal, et on peut le trouver, on peut l'acheter. Il est en fac-similé, donc on a exactement les images du journal. Et il y a cette page que j'aime tant, qui est une page où Frida parle des couleurs. Et elle a griffonné à chaque fois les couleurs à côté avec, j'imagine, des crayons de couleur d'enfant. Et donc, elle griffonne le bleu. Alors pour elle, le bleu, c'est la tendresse. Et donc j'ai commencé par ça, le triptyque. Le moment de la jeune Frida, le moment de la Frida qui va conquérir Diego et le monde. Et puis elle parle du rouge. Le rouge, ça commence à être difficile. C'est le sang. C'est la couleur du sang des Aztèques pour Frida. Elle donne ses propres définitions à toutes les couleurs. Et alors le jaune ça va pas. Le jaune c'est très difficile. Et Frida, elle a ce mot, elle dit le jaune c'est la couleur des sous-vêtements des fantômes. Il faut imaginer au Mexique, le rapport avec les défunts, avec les morts, est très charnel. Vous savez sans doute, il y a une fête des morts au Mexique qui est très importante, qui dure pendant une semaine, où littéralement on accueille les défunts qui viennent nous rendre visite. J'y suis allée pendant la période de la fête des morts à Mexico. C'est passionnant parce que ça fait du bien aussi que, entre guillemets, les morts ce ne soient pas morbides. C'est-à-dire que les Mexicains, ils font à manger pour leurs défunts, ils préparent des coupelles avec de l'eau pour qu'ils puissent se laver les mains, et c'est gai, et on pique-nique dans les cimetières, et on va mettre des jouets sur les tombes des enfants qui malheureusement sont morts avant de pouvoir être adultes. C'est poignant et c'est sublime. Donc la couleur des sous-vêtements des fantômes, compliquée aussi pour Frida, et elle décline comme ça toutes ces couleurs jusqu'au noir. Et Frida, dans les années 40, encore une fois, elle va vers sa propre disparition. Elle en peut plus de la douleur. Elle a une vie mouvementée, hors norme. Elle a voyagé, elle a rencontré tout le monde. Elle a eu plein de jolis garçons et de jolies filles aussi dans sa vie. Elle n'a pas perdu son temps, parce que Diego n'était pas tout le temps là. Et elle aussi, elle est allée chercher des amours fugaces et fugitives. Donc elle a eu cette vie tellement remplie. Mais là, elle est vers la fin et elle arrive au noir. Et elle a ce mot qui pour moi m'a porté depuis que je connais Frida, c'est « Et le noir, nada es negro ». Rien n'est noir, realmente nada, absolument rien. Et ça, je me suis dit, ouf, ça fait du bien aussi, parce qu'on en a tous dans notre vie des accidents, au sens propre comme au sens figuré, des carrefours, des démolitions. Et de se dire, ok, et je remonte sur la table, et je chante encore, et je prends encore une tequila, parce que rien n'est noir, ou deux.
Parce que rien n'est noir, et ben il y a des moments, c'est comme une phrase talisman. Et c'est pour ça que j'ai choisi, pour habiller ce livre, comme un cri de joie. Rien n'est noir. N'y a-t-il pas aussi une forme de paradoxe? L'amour fou, c'est le lien indéfectible avec Diego. Et en même temps, Frida n'est-elle pas la grande prêtresse de la féminité affranchie? Je pense à son lien avec ses parents, hein, notamment, c'est magnifique ça, quand lors du mariage, le père, dans la scène, se lève et crie presque au scandale, et qu'elle lui dit « j'aurais bien aimé te connaître ». Enfin, c'est sidérant cette scène. Et puis aussi par rapport à cette liberté sexuelle, sa bisexualité, aussi sa façon de se vêtir. On a le sentiment qu'elle s'en moque en fait du regard des autres. Il y a cette forme de duplicité, enfin je ne sais pas comment appeler ça, de paradoxe peut-être. Oui, c'est un très beau paradoxe chez elle, c'est quelque chose que j'ai voulu questionner en passant tout ce temps-là avec elle. Frida, donc on l'évoquait tout à l'heure, même petite fille, même jeune fille, avant qu'elle soit avec Diego, avant qu'elle devienne peintre, dans sa vie, elle marche pas, elle court, et elle veut tout, et elle prend tout. Et des jeunes filles, elle a des amours avec des jeunes hommes, comme Alejandro, qui est avec elle dans le bus au moment de l'accident, et qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie, Alejandro. Elle a aussi des amours pour des jeunes femmes, elle prend tout, elle veut tout dévorer, elle trouve que tout est beau, que tout doit se porter en soi. Et puis effectivement, il y a vraiment l'idée de je m'habille en garçon, je m'habille en garçon, quel est le problème? Je prends ces costumes traditionnels, c'était pas du tout fréquent, il faut imaginer qu'à Mexico, les femmes ne s'habillent pas comme Frida s'habille. Mais ça a du sens. Ça a du sens, ce sont les vêtements des femmes teruanas, qui étaient d'ailleurs des femmes qui étaient plutôt une culture matriarcale, donc tout ça a du sens. Mais les Mexicaines de Mexico ne s'habillaient pas comme ça. Donc c'est vraiment Frida qui à un moment donné décide de « eh ben oui, moi je vais mettre ces jupons, ces robes, ces châles, ces huipiles, etc. » Parce que elle fait ce qu'elle veut, Frida. Et qu'en faisant ça, elle porte, et aussi à l'étranger, la mexicanidad de son pays. Regardez nos traditions, regardez comme on est. Moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'elle adopte ses tenues au moment où elle épouse Diego. Comme si elle était une autre femme, et que cette femme-là, elle est déjà légendaire, elle est déjà mythologique. Et Frida, évidemment, ce que j'aime chez elle, c'est que c'est pas la question est-ce qu'elle est féministe, pas féministe, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des femmes à certains moments qui ont décidé d'être comme un porte-voix pour les autres femmes. Je pense à Olympe de Gouges, par exemple, qui à un moment donné dit « moi je veux écrire la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Elle ne pense pas à elle spécifiquement, elle pense à tout le monde. Bon, il y a des féministes comme ça, qui sont passionnantes, mais il y a aussi d'autres féministes qui ne décident pas de créer un mouvement, de franchir un obstacle pour entraîner avec elles d'autres personnes. C'est à un moment donné, simplement elles sont là. Ah bon, je suis une femme et ce serait une différence? Ça poserait un problème? Et ça, je trouve que c'est passionnant. Gabrielle était un peu comme ça dans mon livre précédent. Ce type de femmes, à un moment donné, qui se disent « Bah quoi, je peux pas faire des études de musique ?» Ça, c'était Gabrielle. Je peux pas rentrer dans la classe de composition de la Schola Cantorum parce qu'il n'y a que des hommes? Je vois pas pourquoi. Et Gabrielle rentrera dans la classe de composition de la Schola Cantorum. Pas pour que toutes les autres femmes puissent faire de la musique. Elle pense à elle. Mais tout d'un coup, elle est là. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Je vois pas pourquoi. Frida est un peu comme ça. C'est ah bon, je pourrais pas faire l'amour et avec des hommes et avec des femmes? Je pourrais pas m'habiller comme je veux? Je pourrais pas chanter au moment où j'en ai envie? Et en fait, elle fait du bien. Elles font du bien, ces femmes-là, parce qu'elles brisent des carcans, mais pas de manière systémique. C'est-à-dire qu'elles font pas système. Simplement, elles vivent. Et l'empreinte même de leur vie change le cours des choses. Et je pense que c'est ça, Frida. Les traces de sa vie, et dans l'amour, et dans la peinture, et au Mexique, et à Paris, puisqu'elle est venue à Paris, elle a laissé des traces qui ont changé jusqu'aujourd'hui le cours des choses. À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage.
que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n'est pas triste, mis à mort, parce que rien n'est noir, absolument rien. Au fond, Claire Berest, Frida Kahlo, c'est l'incarnation de la liberté par excellence, merveilleuse. Oui, mais pour revenir au paradoxe que vous évoquiez, c'est la liberté qui a tout le temps l'impression d'être en cage. Elle est très libre, Frida, mais c'est la cage de la douleur, de l'amour qui englue tout le temps. Et Frida, qui est cette femme iconoclaste, cette peintre, cette compagne de voyage, Frida, elle est totalement cadenassée par sa dévotion et sa dévoration avec Diego Rivera. Et là, je trouve que du coup, elle nous laisse à réfléchir aussi sur ce que c'est l'amour. Et qu'on peut être la femme la plus libre, la plus drôle, qui n'a aucun obstacle, aucune barrière. Quand à un moment donné, quelqu'un dit à Frida, mais le problème de Diego, c'est qu'il veut être aimé du monde entier, du siècle. Et toi, Frida? Et moi, je veux être aimée de Diego Rivera. Punto final. C'est vraiment cette idée-là de, parce qu'en dehors de lui, je ne peux pas respirer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir mes tenues extraordinaires. Ça ne sert à rien de monter sur la table et de chanter à tue-tête si je ne suis pas regardée par lui. Ça ne sert à rien de peindre mes tableaux si ce n'est pas lui qui, après, les possède. Et c'est ça l'amour, c'est une possession au sens vraiment magique du terme, mais au sens aussi cruel. Et que du coup, Frida, elle nous aide aussi à penser à ça, à comprendre ça, parce que nous l'avons tous vécu dans notre vie, d'être malade d'amour. Il y a une chanson que j'aime infiniment, une chanson populaire mexicaine, qui s'appelle La Llorona, qui est très connue, c'est La Pleureuse. Ce que j'aime au Mexique, c'est que les chansons populaires, elles appartiennent à tout le monde. Comme les murales de Diego, comme l'histoire du Mexique, comme l'art mexicain. Il appartient à tout le monde, c'est très très fort quand on est là-bas. Et les chansons, du coup, on n'arrête pas de les réinterpréter. C'est-à-dire que La Llorona, si vous cherchez sur Internet pour l'écouter, vous allez tomber sur 10 versions. Les paroles changent à chaque fois et vous vous dites, mais c'est quoi les vraies paroles de La Llorona? Il n'y a pas de vraies paroles. Il y a des couplets à l'infini parce que chacun et chacune au Mexique peut ajouter un couplet. J'aime beaucoup, beaucoup cette chanson qui est chantée parfois de manière très gaie, très festive et parfois avec une langueur infinie. Et il y a une parole dans un des couplets de La Llorona qui dit « Qui n'a jamais connu l'amour ne connaît pas le martyre ». Et c'est une chanson populaire, mais comme tout ce qui est populaire, c'est une grande sagesse. Et de fait, Frida, je pense que si on lui avait demandé « C'est quoi le plus grand martyr ?» C'est ce corps qui t'empêche de dormir la nuit, où tu as l'impression qu'il y a 100 clous qui sont cloués dans tes membres. Est-ce que c'est ça le plus grand martyr? Je pense qu'elle aurait dit, tu rigoles. Mon plus grand martyr, c'est d'aimer Diego. Et je pense que ça, c'est quelque chose, voilà, que l'on peut questionner à l'infini, qui nous permettent nous aussi de réfléchir à pourquoi on perd la tête à ce point-là, pourquoi parfois on pardonne à ceux qui nous ont fait le plus de mal. Pourquoi est-ce que l'amour nous fait parfois agir comme on n'a jamais agi dans notre vie? Pourquoi parfois on ne peut plus se reconnaître? Pourquoi parfois on a envie de boire jusqu'à tomber parce qu'on veut sortir de notre corps? Je pense que ça, c'est ni le début du XXe siècle, ni maintenant, c'est toujours ces questionnements-là, c'est toujours. C'est le monde entier, c'est toutes les cultures, c'est toute la littérature. Et c'est ce que j'ai voulu accompagner chez eux. Et de fait, littéralement, Diego prend un dernier verre avec le fantôme de Frida à la fin. Parce que c'est ça. Parce qu'il a beau l'avoir malaxé dans tous les sens, torturé dans tous les sens. Le grand Diego, qui reste aussi un enfant autocentré, tout d'un coup, il sait que la meilleure part de lui, c'est elle. Et il sait aussi que peut-être ce qu'il a vécu de plus beau et de plus fort, c'est cette toute petite femme qui l'a tellement blessé. Et que ça, c'est un grand, grand, grand mystère. On a envie d'aller voir les tableaux, on a envie d'aller au Mexique, on a envie de plein de choses. Frida,
encore. La littérature est horrible pour représenter et donner le volume des bruits intérieurs. Aussi, ce n'est pas de ma faute si, au lieu de faire le bruit d'un cœur, je fais le bruit d'une horloge cassée. Entendre et surmonter les bruits d'une horloge cassée pour atteindre les battements du cœur de Frida Kahlo, c'est ce que vous nous permettez. Merci vraiment infiniment, et vraiment je vous engage tous à lire ce livre qui est passionnant, et vous l'avez vu, enfin vous l'avez entendu, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci.